Bonsoir, Saddam Hussein ne veut absolument pas plier, bien au contraire. Bagdad a annoncé aujourd'hui la rupture des relations diplomatiques avec Washington, Paris, Londres, Le Caire et Riyad. L'Irak répond ainsi à sa manière aux propositions de paix faites notamment par l'Iran et s'installe dans la guerre. Du coup, la bataille terrestre entre les armées irakiennes et alliées, c'est-à-dire la bataille frontale, paraît imminente et c'est cela qui obsède toutes les capitales, singulièrement les membres de la coalition. Les forces alliées auraient voulu éviter un tel affrontement, elles savent qu'il sera meurtrier, mais il semble aujourd'hui inéluctable. Les signes ne trompent pas. Alain Chabot. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sur mer d'abord, un groupement naval américain ferait route vers le Golfe. À bord, 17 000 Marines. Ces hommes viennent d'achever des exercices de débarquement sur la côte sud-est de la péninsule arabique. Par ailleurs, 5 dragueurs de mines britanniques devraient prochainement commencer les opérations de déminage en vue d'une éventuelle attaque amphibie sur le Koweït. Mais l'offensive, le jour venu, passera également par la terre. Les troupes de la coalition peaufinent en ce moment même leur prépositionnement face aux lignes irakiennes. Autre indice, les avions de l'US Air Force changent de mission. Ainsi, ces F-16 sont désormais équipés de missiles Maverick spécialement adaptés à des opérations de support des troupes terrestres. En fait, la vraie question est de savoir si la phase des bombardements aériens a obtenu des résultats suffisants pour déclencher l'offensive générale. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, et le chef d'état-major américain, Colin Powell, sont précisément attendus demain en Arabie Saoudite pour évaluer la situation sur le terrain. En attendant, les opérations de pilonnage de la garde républicaine en Irak semblent s'intensifier. Un raid de B-52 toutes les 3 heures. Des bombardements jugés nécessaires car le jour J, les Alliés, on le sait, veulent à tout prix limiter les pertes humaines de la coalition. Et l'on va rejoindre notre envoyé spécial en direct à Riyad, Memona Interman. Bonsoir Memona. L'offensive terrestre est probable, vous nous le disiez hier, mais on peut noter des hésitations sur la date ou l'opportunité d'une telle action, Memona. Ça, de toute façon, vous savez, les militaires français que nous avons interrogés aujourd'hui, comme le général Rockjoff ou le général qui parlait au nom du commandement américain ce soir, Richard Neal, ils se sont refusés, bien entendu, à fixer une date parce que vous pensez bien que ce serait un renseignement trop beau pour les Irakiens. Cela dit, il y a une petite différence, j'espère que vous m'entendez toujours, oui. Il y a une petite différence entre ce que disent les militaires français et les militaires américains. Voilà, c'est un gros porteur qui passait. Ce matin, nous avons interrogé le général Rockjoff. Il nous a dit qu'à l'heure actuelle, au moins 30% de la garde républicaine de Saddam Hussein était neutralisée. Neutralisée, cela veut dire que pour l'instant, en tout cas, ce pourcentage n'est pas capable de réagir. Cela ne veut pas dire qu'il est détruit. Ce soir, il y a 1 heure, j'ai posé la question au commandant américain, au général américain Richard Neal, pour savoir s'il était d'accord avec cette donnée de 30%. Il s'est refusé à le confirmer. En tout cas, les militaires français, comme les militaires américains, plaident pour une poursuite des actions de bombardement. Si bien qu'à ce problème militaire, il faudra une réponse politique. Le président américain George Bush sait qu'au bout de 21 jours de guerre, l'arme suprême de Saddam Hussein, semble-t-il, n'est pas anéantie et qu'il faudra passer par une indispensable guerre terrestre. Merci, il faut donc Memona. savoir maintenant quel est le prix que les Alliés sont prêts à mettre pour libérer le Koweït. Et c'est donc en fonction des données militaires que le général Schwarzkopf fera part d'ici à la fin de la semaine à Dick Cheney, le ministre de la Défense, et au général Colin Powell, que le président Bush sera amené à prendre une décision. Ces nuances entre les états-majors n'entravent pas pour autant l'action des forces alliées. Les Jaguars français sont intervenus une nouvelle fois aujourd'hui. Ce matin, en effet, de nouveaux raids de Jaguars se sont attaqués aux positions de la garde républicaine irakienne. Tous les avions sont rentrés indemnes à leur base. Et pour la première fois aujourd'hui, l'état-major français s'est prononcé sur l'efficacité de ces raids. Reportage sur place d'Albert Ripamonti et Philippe Basquin. Sur ces photos, les positions fortifiées de la garde républicaine irakienne, bombardées sans relâche par l'aviation alliée. Les troupes d'élite de Saddam Hussein sont d'ailleurs l'un des objectifs assignés aux Jaguars français. Ce matin, le général Rockjoff a pour la première fois fait un bilan de ces attaques. Il n'a voulu donner que des résultats vérifiés, des résultats minimums. Ces résultats prennent en compte les dégâts infligés au matériel et à la logistique. Ces chiffres reposent enfin sur les déclarations des prisonniers irakiens dont le moral serait au plus bas. Et puis, on peut estimer que les forces de la garde républicaine sont amoindries aux alentours au moins de 30%. Ce qui veut dire qu'il faut attendre encore un peu, puisque je vous ai dit tout à l'heure
qu'on ne se lancerait dans une opération terrestre que lorsque les forces présenteront une résistance telle que cette attaque terrestre se fasse dans les meilleures conditions possibles au point de vue des pertes alliées. Pour l'instant, la division Daguet est en position défensive, mais de l'aveu du général Roggioff, elle est prête à gicler, c'est-à-dire se mettre à tout instant en posture offensive. Si les Français insistent sur l'utilité de tels bombardements, c'est parce qu'ils prennent en considération les capacités de défense de l'armée de terre irakienne. Face aux troupes alliées, Bagdad a en effet mis en place une stratégie de défense très organisée, champs de mines, fossés, lignes de barbelés. Les 150 000 hommes des troupes terrestres irakiennes sont protégés par un dispositif impressionnant que nous détaille Dominique Dumas. Les Américains préparent avec minutie le choc frontal contre les Irakiens, un choc qui paraîtrait maintenant inévitable. Cela explique cet entraînement intensif des blindés dans un désert californien qui reconstitue les conditions proches d'un combat terrestre dans le Golfe. Cette offensive serait difficile car les Irakiens auraient pour objectif de canaliser les Alliés dans des zones dangereuses, disposées en triangle, contrôlées par des chars irakiens abrités dans des bunkers. Ce no man's land se trouverait sur les 180 km de la frontière koweïto-saoudienne et 80 km supplémentaires à l'intérieur de l'Irak. La progression des Alliés pourrait être freinée par une succession de buttes et de fossés anti-chars remplis de barbelés ou de fioul enflammé. Un demi-million d'explosifs auraient été disséminés au Koweït, devenu un véritable champ de mines en tout genre. Les Irakiens posséderaient 3500 canons selon Jane's Defense Weekly, une revue britannique. Il faudrait donc pilonner l'artillerie à longue portée selon des experts. Les Alliés disposent néanmoins de parades pour franchir ces remparts. Des remparts qui, en dépit des apparences, ne seraient pas très sophistiqués selon les critères de l'OTAN. Voilà ce qui se passe et ce qui va se passer au Koweït, mais n'oublions pas qu'en Irak même, les bombardements alliés continuent avec une précision redoutable. L'aviation alliée a en effet bombardé aujourd'hui plusieurs villes irakiennes proches de la frontière avec l'Iran. Bombardement pendant plus de 3 heures. Enfin, un pont stratégique a été totalement détruit en plein centre de Bagdad par des bombardiers et des missiles. Nathalie Darrigan. Conférence de presse cet après-midi de l'état-major britannique. Sur cet écran, l'attaque du pont Jumouria en plein centre de Bagdad. Un tronçon de 50 mètres du pont s'effondre dans les eaux du Tigre. Aucune précision sur d'éventuelles victimes. Les dégâts sont considérables. Selon les journalistes occidentaux à Bagdad, on a respiré pendant plusieurs heures une odeur âcre de métal. Sur la rive droite, dans le quartier des affaires, les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. La destruction de ce pont, il y en a 8 au total sur le Tigre, accroît la pression psychologique sur la population irakienne. À Bagdad, il n'y a plus d'électricité, l'eau est rationnée. Ici, le centre de télécommunication a été détruit. De sources irakiennes, les bâtiments de la radio, de la télévision, de la banque centrale et du ministère de la Justice ont été touchés. Les stations d'essence sont fermées. Même pilonnage au nord du pays sur ce village d'Al-Dour, à 150 km de Bagdad. Hier, les autorités irakiennes ont permis aux journalistes de filmer ces ruines. Cet après-midi, l'agence iranienne IRNA fait état de nombreux bombardements alliés au sud du pays. La guerre a commencé il y a 3 semaines, elle promet d'être longue, nous l'avons déjà dit, mais il est encore possible peut-être de l'arrêter. C'est ce que de nombreux pays veulent faire comprendre à Saddam Hussein. La France s'y emploie, elle approuve l'initiative iranienne. Il y a d'un côté le refus de négociation côté américain, de l'autre la rupture des relations diplomatiques de Bagdad. Malgré ces deux faits majeurs, l'Iran continue en effet d'évoquer une solution diplomatique et les délégations et les démarches se succèdent à Téhéran. Philippe Pister. L'arrivée ce matin de l'émissaire soviétique Alexandre Belogonov à Téhéran. À l'issue de cet entretien avec son homologue iranien, l'envoyé de Moscou salue la neutralité de l'Iran et ses initiatives pour mettre fin à la guerre. Téhéran, rendez-vous de ceux qui, malgré les réserves américaines, voulaient encore tenter aujourd'hui de mettre fin au conflit. Comme le ministre turc des Affaires étrangères, attendu lui aussi cet après-midi. Attendu pour évoquer l'offre de médiation du président Rafsanjani. Comme Moscou, comme Ankara, Paris ce matin voulait parier sur cette offre de médiation iranienne. Au Conseil des ministres, on évoquait le rôle futur de l'Iran. L'Iran jouera un rôle dans le règlement final de la crise du Golfe. Sa position géographique, son importance et ses intérêts font de l'Iran une pièce essentielle du dispositif qui assurera
la sécurité et les équilibres dans le Moyen-Orient. Dans le même temps, on apprenait qu'à la demande de Téhéran, le président Mitterrand devait avoir un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Hachemi Rafsanjani, qui attendait une réponse de l'Irak à son offre. Si la rupture diplomatique avec certaines capitales de la coalition annoncée ce soir par Bagdad est une réponse, alors elle est négative. Et pendant ce temps, au sud du Liban, les affrontements entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent. À la frontière, la population israélienne doit donc faire face à des tirs de roquettes Katyusha. C'est le cas dans le petit village de Metula. Vous allez le voir, les habitants ont peur. Plusieurs roquettes ont en effet dépassé la zone neutre sans faire de victimes pour le moment. Reportage sur place de Laurence Bobillier, Marc Mémon et Philippe Jasselin. La frontière libano-israélienne. Un officier de Tsahal donne des instructions aux soldats qui vont patrouiller le long de la zone de sécurité qui sépare les deux pays. Les militaires redoutent des actions suicides menées par des groupes palestiniens basés dans le sud du Liban. Des incidents ont déjà éclaté. Par exemple, il y a quelques jours, 36 roquettes sont tombées à proximité du village israélien de Metula, situé à quelques mètres de la frontière. Les habitants craignent de nouveaux tirs qui leur rappellent un passé proche, celui de la guerre avec le Liban. En 80, 81, 82, il y avait des Katyusha et on était dans une brique 12 jours et 12 nuits. Alors on connaît déjà tout ça. Mais c'était très grave et très difficile à attendre et recevoir le nouveau attaque comme ça a été les derniers jours, c'était vraiment très difficile. La population de Metula a appris comment se comporter en cas de tir de roquettes. Chaque maison possède une pièce qui doit normalement résister aux explosions. Mais pour certains, le plus grand danger viendrait d'attaques irakiennes. Les choses sont différentes maintenant. Jusqu'à présent, nous avions des problèmes au nord, mais pour ça, nous savons comment réagir. Maintenant, quelque chose a changé avec Saddam Hussein. Nous ne savons ce qu'il peut faire, ce qu'il va se passer. Une attaque avec des gaz ou pas de gaz. Ah, il faut voir. Nous attendons. Le nord d'Israël semble toutefois plus menacé par des actions menées à partir du Liban. L'armée israélienne, qui a renforcé sa présence le long de la frontière, a déjà riposté sévèrement aux tirs de roquettes en bombardant des positions palestiniennes. Le chef de l'État français commentera à nouveau la situation au Proche-Orient demain à 20 h. Il répondra à nos questions, à celles de nos confrères. L'entretien sera diffusé en direct à 20 h par la 3, par toutes les chaînes de télévision et par toutes les radios. Il aura lu auparavant le dernier sondage sur l'état d'esprit des Français. Selon ce sondage réalisé par l'Institut BVA pour Paris Match, 70% des personnes interrogées pensent que la guerre du Golfe peut devenir la troisième guerre mondiale. 69% pensent que l'objectif du conflit est maintenant pour les Alliés l'élimination de Saddam Hussein. Enfin, 83% pensent que l'Irak ne peut pas gagner la guerre. Cette guerre a provoqué récemment, vous le savez, la démission de l'ex-ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Il justifie cette décision dans une lettre adressée à tous ses administrés à Belfort. Il dit d'ailleurs qu'il a pris cette décision en décembre, avant le déclenchement des hostilités. Mais Jean-Pierre Chevènement n'est pas suivi par tous les siens au sein de ce qu'on appelle le courant Chevènement. Enquête de Daniel Sportiello. Chez les amis de Jean-Pierre Chevènement, le courant ne passe plus entre les durs et les modérés. Les durs, hostiles au choix de François Mitterrand, sont dans une logique de rupture avec la direction du parti. Après la démission de l'ex-ministre de la Défense, ils se sentent les mains libres. Parmi eux, Didier Mottchan, théoricien anti-américain du courant. Max Gallo, qui n'a pas hésité à défiler à côté des pacifistes avant le début des hostilités. Et Roland Caraz, un des députés socialistes qui a voté le 16 janvier à l'Assemblée nationale contre le déclenchement des opérations militaires. Je n'ai pas accepté que la France accepte éventuellement d'engager militairement, de s'engager militairement au Proche-Orient, dans le conflit du Golfe. Je considère que la guerre est la pire des solutions. Les modérés sont sur une position moins tranchée. Et même s'ils s'affirment solidaires de leur chef de file, les amis de Jean-Pierre Chevènement qui siègent au gouvernement, comme Edwige Avis et Georges Sarr, n'ont pas envie de lui emboîter le pas en donnant leur démission. Jean-Paul Planchou et Jean-Marie Bockel, le député maire de Mulhouse, sont également sur cette position modérée. Et à l'inverse de l'aile dure, qui s'est apparemment imposé une consigne de silence, eux ont décidé de parler. Nous n'avons jamais eu l'intention de casser quelque baraque que ce soit. Nous avons toujours eu l'intention, puisque nous avons participé
à la fondation, au développement du Parti socialiste, que je crois nous avons contribué beaucoup à son épanouissement, comme d'autres, nous n'avons pas été les seuls. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons l'intention de le diminuer. Il est clair qu'il y a un souhait de tous les responsables de Socialisme et République de rester au Parti socialiste, et ça c'est bien. À partir de là, il y a actuellement une discussion qui est réelle sur notre position dans la synthèse, dans la majorité du Parti socialiste. Le courant a failli imploser ce matin lorsque les modérés ont refusé de signer un appel avant l'intervention télévisée du chef de l'État. Un texte qui dépassait et de loin la critique implicite pour s'inscrire dans une logique de rupture. Au même moment, Jean-Pierre Chevènement écrivait dans la revue municipale de Belfort « Le moment n'est pas venu d'ouvrir un débat quand nos soldats accomplissent leur mission. Leur chef de file donnera-t-il le ton aux chevènementistes ?» Conséquence politique mais aussi économique de ce conflit, l'automobile comme d'autres secteurs souffre de la guerre. Une guerre du Golfe et mauvaise conjoncture en général, les ventes ont baissé de 7% en janvier. Résultat, toutes les entreprises automobiles françaises ont recours au chômage partiel. Peugeot, Renault et Citroën ont pris des mesures dès le début de l'année. Marie-Hélène Tichou. Une petite rue tranquille à Charenton-le-Pont. Un hall d'exposition aussi tranquille. L'activité, on la trouve dans l'atelier de réparation. Les clients font réparer leur voiture, l'achat c'est pour plus tard. Un phénomène que Mme Couillot a commencé à percevoir il y a à peu près 6 mois. Pour elle, la crise du Golfe n'explique pas tout. Non, elle sera prête ce soir, vers 19h. Est-ce que vous avez vendu des voitures ce mois-ci? En février, non, pas encore. Et en janvier? 2. Et d'habitude, vous en vendiez combien? 5, 6 par mois, c'est notre... Et cette baisse, à votre avis, elle est liée à quoi? On manque d'argent. Et aujourd'hui, c'est le client qui donne le feu vert à la production. Toute voiture fabriquée doit correspondre à une commande. C'est la politique du non-stock. Ce type de gestion a son revers. Pas de voiture commandée, pas de travail. Conséquence, le chômage partiel annoncé chez Renault, chez Citroën et Peugeot et leurs sous-traitants. Les industriels avaient déjà supprimé les heures supplémentaires et les intérimaires. Pour les salariés, cela se traduit par une perte de pouvoir d'achat plus ou moins importante. L'État prend en charge en partie l'indemnité versée. D'autres secteurs ont aujourd'hui recours au chômage partiel. Le tourisme, touché directement par la guerre du Golfe. Mais pour des raisons saisonnières, le textile et le bâtiment restent les plus gros consommateurs. Après plus de 10 ans de baisse, depuis 1 an, le chômage partiel repart à la hausse. Le ministère du Travail le surveille de près. Le chômage partiel, c'est la dernière marche avant le chômage tout court. Allons maintenant à Clermont-Ferrand où le congrès de la Fédération de l'Éducation nationale se poursuit dans la plus belle des traditions. Et oui, ça tangue à la fête. Nous, depuis 3 jours de congrès, la tendance majoritaire de la Fédération enseignante est mise sur la sellette. Alors Yannick Saint-Bron gardera-t-il son siège? Réponse demain lors du vote. En attendant, les débats sont très tendus. De Clermont, Jean-Didier Derry et Luc Jardy. Une volonté politique. Ambiance de guerre froide et de règlement de compte ce matin au 32e congrès de la FEN. Épilogue de la journée de débat de mardi. Débat consacré au bilan d'activité des 3 années écoulées. Cet après-midi, moment clé du congrès, la présentation des motions d'orientation et surtout un débat sur l'avenir du syndicalisme. L'occasion aux différentes tendances de se livrer à une lutte acharnée, lutte pour prendre le pouvoir. D'un côté, l'UID, la tendance majoritaire de la FEN, proche du pouvoir socialiste. De l'autre, la tendance dissidente, autrement. L'UID est aujourd'hui de plus en plus contestée. Ajoutez à cela un taux record de désyndicalisation, l'UID pourrait peut-être perdre la direction de la FEN. La majorité fédérale restera la majorité, d'après les éléments dont nous disposons actuellement. La majorité va s'éroder quelque peu, mais elle restera très nettement majoritaire. Verdict demain, après les élections du Bureau national. Le satellite Salyut 7 va-t-il nous tomber sur la tête? Ce qui est sûr, c'est que les 40 tonnes de cette station orbitale vont tomber cette nuit quelque part sur la planète Terre. Pas de panique, la trajectoire du satellite est surveillée minute après minute. Daniel Durandet. Des certitudes, mais aussi de nombreux points d'interrogation sur les circonstances de la fin des 9 ans de vie orbitale de Salyut 7. Les certitudes, c'est l'altitude actuelle de Salyut.
moins de 180 km d'altitude, c'est-à-dire au plancher d'évolution des satellites. La masse totale de la station, 40 tonnes, l'absence d'éléments radioactifs à bord et une évolution régulière, mais certainement incontrôlée de Salyut, entre les 51 degrés nord et sud. Les soviétiques informeront l'ensemble des pays qui seront concernés par une éventuelle chute sur leur territoire. Mais au-delà de cet aspect d'information sur la chute précise, l'ensemble des pays qui suivent actuellement le satellite dans sa décroissance échangent des informations sur cette rentrée. Les points d'interrogation ne manquent pas. L'heure de l'explosion de Salyut, dans les couches denses, elle varie entre 22 h et 8 h du matin. Le point d'impact sur la Terre, il ne sera connu que 3 orbites, c'est-à-dire moins de 5 heures avant sa chute, et surtout le nombre de débris. Si la désintégration du train spatial a lieu à 80 km d'altitude, il pourrait y avoir quelques 4000 débris, mais si elle intervient à 100 km, ce serait une véritable pluie de tôles et de carcasses brûlées, dont l'une d'elles pourrait peser près de 2 tonnes. Il fait froid en France, de plus en plus froid. Florence Klein est d'ailleurs pessimiste. Il faut dire que ce mauvais temps a déjà fait des victimes. Béatrice Nivois. À Reims, c'est le verglas qui est à l'origine de la mort de 2 personnes. Leur véhicule a glissé pour tomber dans un canal. Les passagers y sont restés coincés et sont morts de froid. Sur la Côte d'Azur, l'aéroport n'a pas été fermé, mais 20 vols au départ ou à l'arrivée ont été annulés. Les passagers conduits vers d'autres aéroports de la région. Par exemple, à 4 h du matin, comme il y a des risques importants, on aura sur place des engins de travaux publics, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises qui mettent à disposition des niveleuses. Donc ils seront là à 4 h du matin pour faire face à la situation. Dans le sud, région moins habituée aux chutes de neige, la circulation routière a été très perturbée. À Nancy, ce sont les mariniers qui ont été les premiers à souffrir de la glace, 15 cm d'épaisseur sur tous les canaux. Le trafic y a d'ailleurs été interrompu malgré le travail des brise-glaces. Ça fait 2-3 hivers qu'on a eu de la chance, mais enfin normalement ça arrive, hein. Ça c'est les aléas du métier ça. Partout, le froid a sévi, comme à Strasbourg, ce qui a d'ailleurs fait augmenter la consommation d'électricité de 10 à 15% par rapport à l'année dernière. La France, qui vit aujourd'hui sous la neige, voit ses températures descendre en flèche, de -15 au nord à -5 au sud, ce qui n'empêchera pas tout de même les amateurs de patiner sur des lacs nouvellement gelés. Pour être complet, les pronostics du tierce écarté plus qui se courra demain à Vincennes, Monsieur Courtine vous conseille le 8, le 16, l'As, le 3, le 15, le 10, le 4 et le 6, le 16 et son joker. Fin de ce 19-20, je vous rappelle les principales nouvelles de la soirée. L'Irak a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec plusieurs pays membres de la coalition, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Toutes les indications que nous donnent nos envoyés spéciaux disent que la bataille terrestre pourrait être imminente, mais des efforts diplomatiques sont toujours faits par de nombreux pays. Le président iranien Rafsanjani a téléphoné cet après-midi à François Mitterrand, qui interviendra demain à la télévision. L'entretien avec plusieurs confrères sera diffusé en direct par la 3 et par plusieurs chaînes de télévision. L'autre nouvelle qui concerne notre pays, il fait froid, très froid. N'oubliez pas à 20 h après la fin de ce 19-20 d'écouter la page météo complète de Florence Klein. C'est important ce soir. Autant d'informations qui seront développées dans votre prochain rendez-vous avec la rédaction. C'est à 22 h 15, soir 3 présenté par Marc Hautement. Bonne soirée sur la 3, bonsoir. À demain 19 h. Bonsoir.